Bonjour et bienvenue à Cause Toujours, une émission en collaboration avec la TVCL et l'Association des auteurs des Laurentides. Je suis Cynthia Lissa-Dubé. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Madeleine Fortier et de Michel Desgauthier. On va avoir pour thème le conte. Alors, Madeleine, elle est autrice et en fait, c'est une troisième carrière. Vous êtes également conférencière et en tant que conseillère en carrière de métier, vous avez publié un guide intitulé « Trouver un emploi qui vous ressemble ». Vous avez également publié « Usure de compassion, jusqu'où aller sans se brûler ». Vous venez de faire paraître un recueil de nouvelles de mystérieuses disparitions et déjà en mai va paraître votre roman historique. Et finalement, vous avez écrit « Marjorie au pays de l'arc-en-ciel » pour les enfants de 3 à 7 ans. Oui. Michel, vous écrivez de la poésie, 4 recueils, dont un en anglais. Vous avez écrit 2 romans, La manipulatrice et les tentations de l'immobilier, et une série jeunesse, Le Seigneur de la forêt, en 4 tomes pour les 10 à 15 ans. Oui. Vous êtes un grand amoureux de la langue française, c'est comme ça que vous vous décrivez. Merci à vous deux d'être là aujourd'hui. Bienvenue. Merci Cynthia. c'est un plaisir. Alors, moi, je peux dire aussi que j'ai écrit Arthur et ses dents de lait, qui est pour un jeune public de 4 à 7 ans. Et puis bientôt, je vais publier un recueil de courte fiction avec mon conjoint dans notre maison d'édition qu'on a fondée, Les Célèbres Anonymes. Alors, on a dit qu'on allait parler des contes aujourd'hui. Hein? Les contes, c'est un récit qui est en général assez court et qui est constitué de faits imaginaires. Alors, c'est l'imagination qui est important et ça peut être autant pour adultes que pour enfants. Toi, Madeleine, tu t'es pris d'un intérêt pour ce qu'on appelle les contes étiologiques ou, plus facile à comprendre, les contes du pourquoi. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Alors, en fait, si on parle du conte comme tel, le conte, on arrive dans un monde merveilleux et magique. Tu sais, on commence en disant « il était une fois », et puis la personne qui raconte l'histoire, c'est un peu comme si elle nous disait « crois-nous sur parole, c'est vraiment arrivé ». Le conte étiologique, c'est un conte aussi, on entre dans le monde du merveilleux, de l'imaginaire, du fabuleux. Puis encore là, comme auteur, on vient dire « crois-moi, c'est vraiment arrivé ». Ça commence plutôt cette fois-là en disant en ce temps-là, et puis depuis ce temps. Alors, le début et la fin. Et qu'est-ce qui se passe dans le milieu? C'est ça que ça devient extrêmement intéressant. Les contes du pourquoi, bon, c'est sûr, il y a les contes où on explique la naissance du monde. Moi, c'est pas vraiment ça là, qui m'intéresse, mais ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de légendes dans diverses cultures. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de raconter une histoire qui donne une réponse imaginative et créative à une question. Supposons qu'on dit, mais pourquoi le ciel est bleu? Ou pourquoi les girafes ont un long cou? Ben, c'est sûr qu'on peut donner une réponse qui est scientifique, qui est sensée, qui est rationnelle. Mais le conte du pourquoi vient nous donner un autre type de réponse. En fait, laisse place à tout ce qu'on pourrait imaginer. Est-ce qu'on a des exemples de grands auteurs qui ont fait des contes du pourquoi? Le premier vraiment connu, c'est Kipling, qui est l'auteur du livre de la jungle, qui a écrit un livre qui s'appelle « Des histoires comme ça ». Et là-dedans, il explique pourquoi l'éléphant a une trompe. Puis il explique pourquoi le léopard a des taches. Puis c'est censé, tu sais, ça a tout du sens, mais c'est pas la raison scientifique, là, entre guillemets. Donc c'est... dans le fond, ce qui est intéressant là-dedans, autant pour les adultes que pour les enfants, autant pour ceux qui lisent que ceux qui en écrivent, c'est qu'on peut aller extrêmement loin. On peut imaginer toutes sortes de situations. Par contre, c'est sûr qu'on peut pas... faut quand même faire attention à ne pas dire n'importe quoi. Parce que j'en ai lu beaucoup de contes du pourquoi, puis il y en a que c'était un petit peu vraiment tiré par les cheveux. Alors, on peut vraiment donner une explication imaginative, mais bien faite et bien structurée, qui donnerait même, ah, on regarde ça, puis ça se pourrait. Dans le fond, c'est un peu ça là, que je veux faire. Là, j'en ai un que je suis en train d'achever et que j'ai créé carrément à partir de montagnes que j'ai vues. Et j'ai parti toute une histoire de géants à partir de ça. Donc j'imagine qu'il y a
une question de transformation du personnage, il y a une évolution qui est quand même importante, même si on explique un phénomène. Non? Oui, absolument. Oui, je raconte vraiment toute une histoire de 3 géants, et puis, à la fin, ils se transforment en montagne, sans vouloir donner le punch de la fin. Mais donc, c'est ça, tu peux partir un conte étiologique à partir de quelque chose que tu observes. Tu dis, OK, pourquoi les chiens ont des queues? Ou tu dis, je sais pas moi, pourquoi... c'est ça, pourquoi l'éléphant a une trompe? Ça vient d'où, cette affaire-là? Donc, pourquoi les rhinocéros sont... Alors, ça peut être autant des animaux, ça peut être des paysages, ça peut être des personnages aussi. À partir du moment où tu te poses des questions, tu peux y répondre par cette forme j'appelle ça de l'art littéraire. C'est très, très intéressant. Donc, il va y en avoir plusieurs autres à venir, des contes du pourquoi. Oui, il y a celui-là qui devrait sortir peut-être cet été ou cet automne. Et puis, je suis en train de faire un autre recueil de courtes histoires où je me demande pourquoi la neige est blanche et justement pourquoi les chiens ont des queues. Et ça remonte à très, très loin dans la préhistoire. Et puis, j'en ai un autre aussi qui explique la naissance de la brume. Pourquoi il y a de la brume? Et ça aussi, c'est bien agencé. En tout cas, je suis assez... j'aime beaucoup ce genre d'écriture. Mais pour le premier livre pour enfants que tu as écrit, on ne parle pas d'un conte explicatif. Non. Oui et non, parce que dans Marjorie au pays de l'arc-en-ciel, ce que j'ai voulu montrer, c'est que dans le ciel, dans les nuages, si on regarde bien, on peut trouver des personnes qu'on aime. On peut retrouver des amis. Et en fait, j'explique aussi que quand les nuages se disloquent, s'effilochent, en fait, au début, on peut voir des formes, on peut reconnaître des formes, mais quand ils s'effilochent, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui arrive avec eux? Alors, j'ai trouvé l'endroit où ils sont rendus après s'être transformés en effilochage de nuages. Donc, c'est pas tout à fait un conte du pourquoi, mais il y a un petit peu de mélange quand même là-dedans, un petit peu d'éléments. Puis un peu de magique et de fantaisie aussi. Il y a beaucoup de C'est quoi l'histoire, au juste? L'histoire, c'est une petite fille qui est rêveuse et qui s'ennuie beaucoup de ses amis parce que son père, il est pilote d'avion pour l'armée. Alors, ça veut dire qu'ils vont changer souvent d'endroit. Et elle va perdre souvent ses amis. Et là, sa mère lui explique, elle dit, regarde, si tu regardes comme il faut dans le ciel, tu vas revoir le visage de tes amis. Et puis, ils vont aussi se promener, mais en fait, on ne sait pas si c'est vraiment vrai ou si c'est un rêve. Elle, sa mère et son père vont prendre l'avion pour aller se promener au pays de l'arc-en-ciel. Et c'est là qu'ils vont découvrir qu'au pied de l'arc-en-ciel, tous ces nuages-là se sont retrouvés là. Donc, ses amis sont là, les licornes, etc., etc. Donc, c'est un livre qui veut livrer le message qu'on peut se sentir seul, mais on n'est jamais vraiment tout à fait seul. Et c'est un livre aussi qui parle de la famille, de la rêverie, de l'amitié, etc. Et il y a même un extra dans le livre. Oui, excuse-moi, oui, j'avais oublié de le dire. Alors, c'est un livre qui est fait pour faciliter, aider, accompagner à l'apprentissage de la lecture. Et donc, à l'intérieur, on va retrouver des petits symboles qui accompagnent des mots faciles à retenir. Et à la fin, j'ai mis 2 pages d'activités pédagogiques pour les 3 à 7 ans. Donc, les enseignants peuvent se servir là du livre comme un outil pédagogique. Oui. Et puis, il y a même possibilité d'avoir des animations à l'école. Exactement. Donc, j'ai proposé 2 animations à partir de ce livre-là, puis aussi une animation que je veux faire à partir des contes étiologiques. Alors, l'invitation est lancée. S'il y a des professeurs, des enseignants qui sont intéressés. Michel Gauthier, vous avez écrit des livres jeunesse pour un public un peu plus âgé. Hein? Mais on parle encore une fois d'un voyage dans l'imaginaire. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de romans fantastiques même? Oui, on peut rentrer dans le roman fantastique avec aussi la magie, et avec aussi l'imaginaire évidemment. Comme exemple, le Seigneur de la forêt, disons que c'est en 4 tomes. Maintenant, c'est des livres aussi qui sont écrits avec la magie, le fantastique. Par contre,
c'est écrit aussi de manière à ce que les enfants puissent le lire facilement. J'évite de prendre des mots trop compliqués qui obligeraient les enfants à avoir un dictionnaire à côté d'eux autres pour pouvoir lire le livre. C'est un langage quand même assez familier. Donc pour moi, c'était important de faire ça de cette façon-là. Maintenant, disons que le Seigneur de la forêt, ça se vend en 4 tomes et puis c'est tout. Après ça, il n'y a pas 10, 12 tomes, là. Ça finit à 4. Et il y a une suite, mais c'est pas vraiment la suite directe du Seigneur de la forêt. Mais ce sont les enfants du Seigneur de la forêt. Il y a déjà 2 tomes qui sont écrits, mais là, ils ne sont pas encore sur le marché. Donc, ça va être à surveiller. Mais est-ce qu'on pourrait lire la suite séparément, même si on n'a pas lu les 4 premiers tomes? Oui, oui, oui. Même ces livres-là, ici, c'est pas obligé de lire le premier, deuxième, troisième, quatrième. Quelqu'un peut commencer par le quatrième. C'est sûr que si vous regardez un film, puis vous commencez par regarder la fin, ça devient un peu préjudiciable, là. Mais si vous commencez avec le premier tome, deuxième, troisième, ben, c'est préférable de faire ça de cette façon-là. Fait que, on les vend en livre de poche, c'est quand même pas trop cher non plus, là. C'est raisonnable pour les enfants. Moi, je suis pas mal d'accord avec vous. Quand on a fait le tour d'un sujet en 3-4 tomes, je pense que c'est bon de ne pas étirer la sauce aussi. C'est ça. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de l'histoire? Qu'est-ce qui se passe dans ces livres-là? Ben, l'histoire commence avec un orphelin qui vit chez ses grands-parents et puis qui s'en va faire une promenade en dehors du village et puis qu'à ce moment-là, il se retrouve à côtoyer une forêt. Puis là, il décide de rentrer dans la forêt par un petit chemin. Puis enfin, au bout du chemin, ben là, il rencontre le Seigneur de la forêt. Alors, le Seigneur de la forêt, lui, le prend en élève avec l'accord des grands-parents. Et puis, tout s'ensuit ensuite. Il fait la découverte des arbres, des animaux, ainsi de suite. Des montagnes, des roches. Il y a aussi les gnomes qui sont là-dedans, avec Kavak qui, lui, devient le gnome principal, comme le chef des gnomes, si on veut dire. Alors, c'est la façon... c'est aussi là, à un moment donné, il devient comme pour aller au centre de la Terre, faire des découvertes, voir comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Donc, c'est du magique, c'est du fantastique. Est-ce que vous avez quand même inclus des notions, parce que vous parlez beaucoup de nature, est-ce que vous avez des notions qui sont réalistes ou on part vraiment que dans l'imaginaire? On parle de l'imaginaire, mais il y a des choses réalistes aussi, évidemment. Disons que dans le sens, on parle des arbres, on parle de la croissance un peu des arbres. Aussi, dans le livre, le tome 1, vous avez la forêt maudite, qui, elle, est une forêt un peu spéciale, là. Disons que tous ceux qui sont pris à aller faire la chasse sur le domaine sans aucune permission, ils risquent de devenir des arbres qui vont faire partie de la forêt maudite. Alors, un jour ou l'autre, il y aura d'autres événements pour la forêt maudite qui feront en sorte que ces gens-là vont réintégrer quand même une vie normale. Donc, ça, c'est dans le tome 1, 2, 3, là, ça se suit aussi là-dedans. Dans le tome 4, bien évidemment, c'est la fin. Et puis, par contre, on laisse entrevoir la possibilité d'une nouvelle série. Mais c'est pas vraiment une nouvelle série, parce que là, à ce moment-là, on va rentrer avec les enfants du Seigneur de la forêt. Alors, les enfants du Seigneur de la forêt, à ce moment-là, eux autres vont devenir... chacun à leur tour, des nouveaux héros, et puis qui vont poursuivre, si on veut, le travail du Seigneur de la forêt, mais pas... Lui n'est plus dans le pattern, là, si on veut, du livre lui-même. Donc, c'est un nouveau pattern. Puis, je regarde aussi... je tiens aussi un peu à parler du fantôme du couvent. Le fantôme du couvent, ben, c'est un livre qui contient 9 contes. Alors, c'est évidemment, là aussi, du fantastique. Le fantôme du couvent, ben, c'est le titre du livre, parce que c'est le premier conte que j'ai mis. Alors, je le mets lui en premier, et puis les autres se suivent. Il y a aussi 4 contes poétiques, mais
Ma poésie fait en sorte que c'est comme si c'était une nouvelle. C'est pas non plus, là, on n'a pas besoin d'avoir un dictionnaire. C'est quand même, c'est facile à comprendre. Puis c'est quand même c'est le fun, parce que je mets de la magie dedans, je mets du fantastique. C'est un conte qui fait en sorte que c'est une découverte pour les gens qui le lisent. Donc, est-ce qu'on parlerait de contes pour adultes à ce moment-là? Non. Le public cible de ce livre-là, c'est encore les 10 à 15 ans? C'est encore les enfants. On parle peut-être de 10 à 15 ans. Okay. Dans Le Seigneur de la forêt, on parle de 8 à 14, mais dans l'autre conte, le fantôme du couvent, lui, on parle de 10 à 15 ans environ. Où est-ce que vous prenez votre inspiration? Dans ma tête. Dans votre tête? Ouais. Non, disons qu'il faut dire que quand j'étais jeune, je lisais beaucoup. Moi, j'ai pour moi dire que plus tu lis, plus tu as une chance de peut-être un jour vouloir écrire. Alors, d'ailleurs, je le mets dans mes dédicaces pour encourager les jeunes à vouloir lire beaucoup, autant que possible beaucoup, pas nécessairement mes livres, peu importe, mais les livres de tout le monde. Et puis, à partir de là, ben, eux autres vont peut-être se créer un monde. Comme moi, quand j'étais jeune, je me souviens que quand je voulais lire, des fois, j'étais obligé de me cacher pour pouvoir lire. Parce que ma mère, elle disait, ben, va jouer dehors. Va jouer dehors. Mais moi, j'aimais mieux lire que d'aller jouer dehors. Mais à ce moment-là aussi, ce qui arrivait, c'est que j'allais lire dehors. C'est une bonne idée, ça. Oui. C'est un très bon compromis. Ben oui. L'été surtout, là, mais c'était ça que je faisais un peu là-dessus. Là. Puis, disons ça a tout meublé aussi mon imaginaire. Quand on avait une encyclopédie de jeunesse chez nous, ça s'appelait l'encyclopédie de la jeunesse. Il y avait Grolier aussi, mais c'est la jeunesse. Puis dans cette encyclopédie-là, il y avait des histoires, contes et récits. Puis il y avait aussi les hommes et les femmes célèbres. Alors ça, c'est des choses, ces 4 thèmes-là, je les ai tous lus. Puis évidemment, ben, à ce moment-là, tu exploites, tu nourris ton imaginaire. C'est dans ce sens-là que je dis, moi, si vous voulez un jour peut-être écrire, là, vous pouvez commencer par lire beaucoup autant que possible. Même aujourd'hui, moi, je lis régulièrement. C'est plus fort que moi, là. C'est une vieille habitude de lire, mais je lis tous les jours, je lis. Ben là, si vous avez d'autres projets d'écriture, il faut continuer à vous nourrir puis à garder vos neurones en santé, hein? C'est ça. Fait que là, actuellement, j'ai écrit 2 nouveaux tomes avec Le Seigneur des Seigneurs et puis il y en a un 3e qui va venir aussi pour compléter, faire une trilogie. Mais je vais peut-être pousser la machine plus loin. Je vais peut-être en faire d'autres plus loin en faisant des livres sur chacun des personnages. Ça, c'est à y penser, là. C'est à surveiller. Oui. Alors, on est en compagnie aujourd'hui de Michel Gauthier et de Madeleine Fortier. On vous revient après la pause. Cette fois, on parlera de pourquoi on écrit pour le jeune public. Alors, revenez-nous. Bonjour, bon retour à cette émission Cause toujours, une collaboration entre l'Association des auteurs des Laurentides et la TVCL. Je suis Cynthia Lissa-Dubé, en compagnie de Madeleine Fortier et de Michel Desgauthier. On a parlé dans la première partie de l'émission des contes de littérature fantastique. On va aborder maintenant le sujet de notre public. Pourquoi est-ce qu'on écrit pour le public jeunesse? Alors, Michel, vous avez dit pour les 8 à 14 ans, les 10 à 15 ans. Pourquoi avoir choisi ce public cible? Ben, disons que le premier public que j'ai choisi, si on veut, pas que j'ai choisi, mais que ça a développé pour eux autres, c'est le Seigneur de la forêt avec... C'est le public que je suis allé chercher 8 à 14 ans. J'en avais parlé avec mon éditeur à l'époque et puis on m'avait suggéré beaucoup de mettre ce barème-là de 8 à 14 ans pour les jeunes, puis
pour qu'ils puissent lire quelque chose aussi qui soit un peu avec le fantastique, avec le magique. Alors, c'est un peu dans ce sens-là aussi qu'on a fait ces livres-là. Alors, c'est ça qui en est pour Le Seigneur de la Forêt. C'est le public cible, le public jeunesse. Moi, je trouve aussi que c'est important qu'ils puissent lire des livres intéressants, qui vont les motiver à lire, qui vont les intéresser à lire. Donc, si à ce moment-là, on embarque dans la série ou le jeu de lire ces livres-là, ben à ce moment-là, ça devient intéressant. Puis le jeune, il peut vouloir continuer aussi plus tard, pas juste lire Le Seigneur de la Forêt, là, parce qu'il y a juste 4 tomes quand même, ça ne dure pas une éternité. Dans l'espace de quelques mois, quelqu'un peut lire ça. Mais par contre, plus tard, il peut aussi continuer avec d'autres livres, puis d'autres auteurs, puis à ce moment-là, voir aussi arriver à se cultiver lui-même, aussi à lire, faire une recherche de mots, et ainsi de suite. Même des fois, quand je vais dans les écoles, je ne suis pas allé souvent, là, mais des fois, j'encourage même les enfants, leur demande, avez-vous des livres chez vous? Certains disent oui, d'autres disent non, ainsi de suite. J'ai dit, avez-vous un dictionnaire? Fait que les gens disent, la plupart ont des dictionnaires à la maison. J'ai dit, garde, vous prenez un dictionnaire, vous l'ouvrez à n'importe quelle page, puis vous prenez la moitié de la page, puis vous lisez tous les mots de la moitié de la page. À ce moment-là, ça va vous donner une idée de... Ça peut tomber dans la lettre R, la lettre Z, ou peu importe, mais à ce moment-là, vous allez prendre une connaissance de mots qui font partie du dictionnaire. Vous pouvez lire aussi la signification du mot. Des fois, dans la signification du mot, vous avez aussi des exemples féminins, masculins, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Des fois aussi, des contraires. Donc, j'encourage les jeunes à faire ce genre de travail-là, de recherche pour eux autres, pour aussi se cultiver eux-mêmes, puis aller chercher une forme de vocabulaire qui soit pas juste des vocabulaires pour jouer au Nintendo, mais jouer dans les jeux sociaux, si on veut, tout ce qui peut être comme pour les enfants, enfin, en bas âge même. Mais les livres, ça apporte une culture qui est importante et puis que pour eux autres, c'est acquérir une certaine richesse. Comme exemple, dans Le Seigneur de la Forêt, pas Le Seigneur de la Forêt, mais Le Fantôme, ben, disons, c'est 9 contes différents. Il y a pas vraiment, il y en a peut-être 2 qui suivent, mais pas plus que ça. Les 4 contes poétiques, c'est des 4 contes faciles à lire, pas trop compliqués. Et puis le dernier, c'est en relation avec le tome 4 du Seigneur de la Forêt. Mais c'est juste une partie du tome 4. Là. Donc, le but, c'était vraiment de rejoindre les jeunes pour leur donner une lecture qui serait assez stimulante pour qu'ils s'améliorent en français. Oui. Donc, il fallait trouver l'histoire qu'elle avait, ou vous aviez déjà une idée d'histoire à proposer? Ben, disons qu'à l'époque, ça fait déjà un certain temps de ça, j'étais sur Internet avec un groupe français qu'on appelait La Guerre des mots. Et puis, avec ce groupe-là, on était motivés, si on veut, à aller à créer. Et puis, à partir de là aussi, à ce moment-là, chacun donnait une critique, si on veut, ou donnait son avis concernant ce qu'on avait écrit. Donc, Le Seigneur de la Forêt est né de ça. Okay. Est né à partir de là. Maintenant, c'est le premier tome, il est né là, mais les autres, ça l'a suivi aussi, là. Mais c'est ça. C'est un peu ce qu'il y avait là-dessus, là, au point de vue motivation, là, de la façon que ça a été fait pour moi de commencer à écrire dans la jeunesse. J'ai écrit des tomes pour adultes, mais par contre, c'est pour adultes à ce moment-là. Dans l'Association des auteurs des Laurentides, on a plusieurs auteurs jeunesse. C'est vraiment quelque chose de marquant. Je pense que vous devriez, en tant qu'auditeur, aller découvrir parce qu'il y en a vraiment beaucoup et de qualité. Moi, j'avoue que j'ai commencé à écrire des livres jeunesse parce que j'en lisais à tous les soirs. Moi aussi, je trouve ça important, de la transmission aux enfants. Puis je pense que ça doit partir
très tôt. Plus tôt on commence, les gens me disent « Ah, mon enfant a juste 2 ans. » Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tôt, je dois dire. Et puis, il faut commencer. Puis moi, c'est ça, je leur lisais des livres quand ils avaient 6 mois. Ils ont eu les livres en plastique dans le bain, les images. C'est ça, ouais. Et puis, à force d'en lire, ben c'est intéressant. C'est comme vous disiez tout à l'heure, hein, quand on lit, ça nous donne des idées pour écrire. Ben oui. Puis là, j'avais envie d'en écrire moi aussi. Puis j'ai écrit Arthur et ses dents de lait justement parce que mes enfants ont vécu un épisode difficile. Leurs dents de lait ne tombaient pas. Oh. Et là, ils se sentaient différents. Ça, c'est à cause de la fille des dents. Ben non, Non? même pas. Mais moi, c'est ça qui m'a marqué, c'est que pour eux autres, c'était quelque chose d'important. Parce qu'avant, il y avait des dents de lait encore, Puis pourtant, moi, ça me paraissait banal, hein? Ça fait tellement longtemps dans notre histoire qu'on a vécu ça. Fait que j'ai voulu dédramatiser. Puis dans le livre, c'est ça qui se passe. Ils essaient d'arracher les dents et puis ça devient de plus en plus fou. Ça devient de plus en plus impossible, irréaliste. Il y a des trucs qui finalement, on ferait pas dans la vraie vie, mais ça rend la chose drôle puis ça se termine bien, là. Donc moi, c'était ça mon inspiration. Ouais. En fait, le but d'écrire pour les jeunes. Puis c'est sûr que là, comme mes enfants vieillissent, ben de plus en plus, j'ai d'autres sujets qui m'interpellent. J'ai envie d'écrire sur des sujets un peu plus âgés, même si j'ai encore des idées pour les tout petits. Parce que quand on va lire pour les tout petits, c'est tellement gratifiant. Parce qu'ils sont tellement généreux dans leurs réactions. On aime ça, échanger avec eux. Hein? C'est sûr. Donc bientôt, moi, je vais travailler aussi avec mes enfants. On va écrire un livre en famille. Et puis, on a commencé là, à jeter les bases. Donc, il y a un côté plus social parce que là, ils sont adolescents maintenant. Donc, on va dénoncer des injustices, des inégalités sociales. Fait que ça fait que j'écris pour les jeunes. Toi, Madeleine, qu'est-ce qui fait que tu écris pour le public jeunesse? Ben, je pense que j'étais un petit peu comme... un petit peu mélange de vous deux, là, parce que moi, j'ai commencé à lire très, très jeune. Je pense qu'il y avait... Au dernier des comptes, je pense qu'il y avait 6000 livres dans la maison de mes parents. Alors, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Et j'ai toujours aimé les histoires un peu merveilleuses, fantastiques, les contes. J'en lis encore, je l'avoue, maintenant, à moi-même. Je ne lis pas à mes enfants, mais à moi-même. Et quand mes enfants étaient jeunes, j'aurais lu des histoires, toutes sortes d'histoires, encore là, tout ce qui me tombait sous la main. J'adorais, je partais avec mon sac à dos, j'allais à la bibliothèque, puis je ramassais des livres, puis des livres, puis des livres. Je pense qu'on avait droit à 15 livres par personne. J'avais 2 enfants, on était 2 adultes, alors, vous imaginez. Donc, plein d'histoires. Et j'adore écrire. Je me suis aperçue que j'adore écrire pour les enfants. Moi, j'avais écrit jusqu'à date plus des livres sérieux, en lien avec mon travail ou mon rôle de proche aidante. Et là, j'ai découvert que j'avais envie d'être plus créative dans mon écriture, de me laisser aller un peu plus. Et là, j'ai commencé à écrire toutes sortes de petits contes, toutes sortes de petites histoires. J'ai tout ça en réserve, que je vais tranquillement retravailler. Puis mon premier, en fait, là, je suis rendue que je travaille, j'ai travaillé avec Marjorie, Pays d'Arc-en-Ciel. Je suis en train de préparer une suite parce que Marjorie, étant donné que son père se promène un peu partout dans le monde, je peux faire des suites à n'en plus finir. Donc là, elle s'en va aux Pays-Bas cet automne, elle va être rendue là. Et j'ai écrit mes contes étiologiques s'adressent à des enfants de première, deuxième année à peu près. Alors là, je touche une autre catégorie et là aussi, je veux amener des activités pédagogiques, mais qui sont évidemment différentes de celles des enfants plus jeunes. Et là aussi, je veux aller présenter ça dans les écoles, évidemment. Et je touche aussi, j'ai été touchée une catégorie un petit peu plus âgée avec mon recueil de nouvelles qui commence à l'âge de 13 ans. Donc, je suis en train de toucher quand même pas mal d'âge avec ce que j'écris. Et c'est sûr que chaque type d'écriture pour les groupes d'âge différents, c'est pas la même chose. Donc, il faut que tu penses quasiment comme un enfant. De 3 ans, il faut que tu penses comme un enfant de 7 ans, il faut que tu penses comme un enfant de 13 ans, pour voir qu'est-ce qui le toucherait ou qu'est-ce qu'il aimerait lire. L'écriture jeunesse, je trouve ça merveilleux.
Il y en a qui disaient à un moment donné que c'était de la sous-culture, mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment une culture, je dirais, pas une culture, mais une écriture à part. Puis, je trouve qu'elle est d'un côté encore plus difficile que l'écriture pour les adultes. Parce que, bon, surtout quand on écrit pour des très jeunes, il faut satisfaire les parents, c'est eux autres qui achètent les livres, puis les enfants aussi, évidemment. Et aussi, je trouve qu'on a, comme auteur, une responsabilité par rapport aux enfants. Donc, le message qu'on doit leur transmettre, c'est un message qui doit être de qualité. Puis ça doit être un message aussi qui, en tout cas à mon avis, qui doit être positif. Donc, qui leur apporte quelque chose, qui les distrait oui et non, mais en fait, qui leur apporte du plaisir, oui, mais qui leur apporte aussi autre chose. Donc, je pense que c'est important d'avoir un message très clair à livrer dans les livres qu'on écrit. Puis je pense qu'il y a un défi aussi. Vous parlez d'encourager les jeunes à lire pour qu'ils améliorent leur français, puis en même temps, on parle de langage accessible. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à essayer de trouver entre les deux parce qu'il faut leur donner quand même du nouveau vocabulaire pour qu'ils avancent, en même temps que ce soit pas un mur, que ce soit pas incompréhensible pour eux. C'est un équilibre pas évident, là. Ben, tu vois, dans mon conte de géant là, que je suis en train de finir, j'ai des termes qui sont un peu plus recherchés, mais je vais avoir un lexique à la fin. Parce que pour moi, effectivement, c'est important que ça soit facile à comprendre, mais en même temps, allons un petit peu plus loin, là. Apprenons des mots nouveaux. Parce qu'ils le font de toute façon à l'école, puis ils commencent à les décortiquer. Alors, apprenons des choses nouvelles, puis allons voir qu'est-ce que ça veut dire. Je pense que effectivement, c'est important que ça soit un langage simple. D'ailleurs, on m'a toujours dit que ce que j'écrivais, c'était aisé à comprendre, aisé à suivre. C'est un langage qui n'est pas du tout prétentieux. Mais de temps en temps, je leur lance des petites affaires, des petits défis supplémentaires. Moi, ça m'est arrivé dans des marchés, des enseignantes qui feuilletaient le livre. Ah, OK, oui, il y a des nouveaux mots à apprendre. Donc, pour les enseignants, c'était quelque chose qui était à viser. Là. Mm-hmm. Il faut parler de Marjorie au pays de l'arc-en-ciel, des arcs-en-ciel, parce que c'est particulier, c'est pas toujours qu'on voit ça, que l'auteur, l'auteure, dans ce cas-ci, a aussi fait les illustrations. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis, en fait, moi, j'ai toujours aimé le dessin, tout ce qui a trait au dessin, la peinture, etc., mais je n'avais jamais fait d'aquarelle. En fait, ça m'attirait pas du tout. Je me disais, mon Dieu, c'est bien compliqué à faire. Et finalement, tout mon livre est fait à l'aquarelle et à l'encre aquarelle. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire l'apprentissage de ce nouveau médium. J'ai eu beaucoup de plaisir. Et vous voyez que, bon, je sais pas si c'est visible, mais j'ai mis des petits symboles avec des mots simples, comme joyeux, avec un petit bonhomme, un orage. Et à la fin, je vais demander aux enfants, d'ailleurs, de rejoindre ensemble les mots avec les symboles. Donc, je trouve que ça aide aussi pour faire l'apprentissage de la lecture. Alors, ça a été une expérience, j'en ai 24 comme ça, 24 pages d'illustration. Puis quand on parle de littérature jeunesse, le visuel est très, très important, les illustrations. Absolument. Donc, toi, tu as voulu utiliser l'aquarelle et l'encre aquarelle. Pourquoi les deux? Alors, l'aquarelle m'a servi pour faire tout ce qu'il y a en arrière, c'est-à-dire les ciels, les nuages. Par exemple, quand on parle des nuages dans lesquels on trouve des licornes et toutes ces belles choses. Alors ça, c'est tout fait avec de l'aquarelle. Mais les personnages, pour qu'ils soient brillants, qu'ils soient visibles, qu'ils soient attrayants, je les ai faits avec de l'encre aquarelle qui est beaucoup plus opaque, qui a aussi un côté là, brillant. Et que je trouvais que c'était intéressant de faire un mélange entre ces deux médiums que je ne connaissais pas auparavant. Puis c'est ça, donc avec le jeune public, souvent ils vont être attirés par les couleurs vives. Oui, absolument. Donc ça prenait l'encre aquarelle. Oui, j'ai pris aussi une formation sur l'illustration des contes parce que je voulais bien faire mon affaire et effectivement, c'est comme ça que j'ai appris les bases là, de l'illustration pour enfants, qui est quand même spécifique. Là. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu as toujours pensé que tu allais écrire? Non. Non? Non, donc l'illustration encore moins? Non, c'est ça. Moi, j'écrivais,
j'ai commencé à écrire, j'avais peut-être 5-6 ans, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des chansons, j'ai commencé à écrire mon journal aussi un petit peu plus tard. J'ai toujours écrit, mais je n'avais pas pensé que j'en ferais une carrière. Et j'ai toujours dessiné, mais je n'ai jamais pensé que j'en ferais une carrière. Alors là, je trouve que pour écrire pour les enfants, je trouve que c'est un beau mélange de ces deux passions que j'ai depuis très, très, très longtemps. Michel, qui a illustré vos livres? Le Seigneur de la forêt, c'est Idiling, qui eux sont localisés à Candiac. Okay. Ensuite, le fantôme du couvent, ben, c'est Klemt, qui lui demeure et est localisé à Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Et puis, ben, dans le roman classique, là, si j'ose dire, ici on a texte et contexte avec la manipulatrice. Et puis, on a aussi, l'autre, c'est les tentations de l'immobilier, qui n'est pas un cours d'immobilier, là, c'est vraiment un roman. Et puis ça, c'est Klemt qui, là aussi, est l'éditeur. Puis texte et contexte, ben, en fait, c'est Klemt et une autre personne qui, ensemble, font le livre. Donc, dans votre cas, vous êtes dans une maison d'édition, c'est eux qui vous proposent l'illustrateur, si je comprends bien. Eux autres, tout ce qu'ils ont fait, en fait, ce qu'ils ont surtout fait, c'est la couverture. La couverture, ensuite, tous ces regards d'exemple, le livre, c'est-à-dire les informations là, au niveau tout ce qu'on appelle le pedigree, si on veut, du livre. Là. Alors, c'est indiqué ici, mais c'est tout. Le reste, évidemment, le livre, c'est moi ici qui l'ai conçu, qui l'a écrit. OK. Donc, c'est parce qu'il y a plusieurs façons de fonctionner avec les maisons d'édition. Hein. Il y en a qui imposent l'illustrateur. C'est sûr que quand on est en auto-édition, ça aide dans l'autonomie. Si on regarde le Seigneur de la forêt, celui-là, il est illustré. Il est illustré à l'intérieur aussi. C'est ça. C'est les personnages principaux qui sont dedans. C'est la différence. Là. Moi, je pourrais dire que, parce qu'il faut que je lui donne du crédit à mon illustratrice aussi, Marie-Ève Farran, elle est de Prévost, elle est des Laurentides aussi. C'était sa première illustration d'album jeunesse. Et puis, elle travaille sur la tablette directement. Donc, je pourrais parler de celui-là? Certainement, après la pause. Après la pause. On va revenir après un autre bloc de publicité. Et puis, on va parler d'inspiration, du recueil de nouvelles. Parfait. À tout à l'heure. De retour à Cause toujours, une émission en collaboration avec l'Association des auteurs des Laurentides et la TVCL. Merci à la TVCL de nous accueillir. Vous pouvez nous suivre à toutes les 2 semaines. De nouvelles émissions vont suivre. Pour aujourd'hui, on est en compagnie de M. Michel Desgauthier et de Madeleine Fortier. Je suis Cynthia Lissa-Dubé. Dans le segment précédent, on a terminé en parlant des illustrations de nos livres et puis j'ai parlé de la tablette, ce qui a motivé Madeleine à vouloir nous parler de son recueil de nouvelles. Tu nous disais que le public, c'est un public jeunesse. À partir de 13 ans. À partir de 13 ans. Oui, à partir de 13 ans. Et tu t'es servi de la tablette pour faire des illustrations. J'en ai fait 3. En fait, j'ai 3 histoires à l'intérieur de ce livre-là qui s'appelle « De mystérieuses disparitions ». Donc, j'ai 3 histoires, évidemment, qui sont reliées à des disparitions. Et pour chaque histoire, j'ai voulu faire une image, en fait, de mon propre cru sur la tablette graphique que je n'avais jamais utilisée. Alors, je me suis essayée, je me suis amusée, mais ce n'est pas la seule chose que j'ai mise là-dedans. J'ai mis aussi des photographies qu'on trouve sur Pixabay, qui sont des photographies gratuites, qui sont vraiment d'une qualité extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai mis les références à la fin de mon livre. Là, je cherche une de mes images la plus belle de toutes. Donc, c'était une expérience assez intéressante. Au début, je voulais faire seulement un livre électronique, le mettre sur ma page. Alors ça, c'est un des dessins que j'ai fait. Je me suis amusée. Donc, ça garde quand même un petit caractère enfantin, mais on voit que les photographies sont beaucoup plus,
sont bien choisis. Je suis assez contente de mon choix. Donc, j'ai appris avec ça. Alors, au départ, donc, je voulais faire quelque chose de simple, tout simplement un livre électronique, mais je pense que c'est trop important, c'est trop d'avoir le livre entre les mains. Puis quand je l'ai eu entre les mains, j'ai dit, mon Dieu, j'étais tellement contente. Donc, c'est toujours comme un bébé qu'on met au monde, dans le fond. Quand tu le tiens dans tes mains, tu te dis, bon, c'est moi. Parce que si on n'était pas là, il n'existerait pas, là, ce livre-là. Donc... Puis pour faire un lien avec notre thème du jour, qui est le conte, il y a un voyage dans l'imaginaire dans ce recueil-là. Hein? On s'éloigne du réel. Oui, ben en fait, c'est un peu... le principe de la nouvelle, c'est qu'on est... La différence avec le conte, c'est que le conte, on est tout de suite, on le sait qu'on est dans un pays imaginaire, dans un temps imprécis, dans un monde imprécis, tandis que dans la nouvelle, tu es dans le monde réel, mais tout à coup, il arrive quelque chose qui n'est pas... donc, c'est l'irruption du fantastique dans la vie ordinaire. Et c'est une autre façon d'écrire, mais c'est vraiment très intéressant aussi. Alors, c'est ce qu'on appellerait des drames fantastiques. Donc, je peux en parler un petit peu de l'histoire? Pourquoi pas? Alors, en fait, c'est l'histoire de... exemple, Charles est le guitariste. Alors, et tu vois que ça se passe au métro de la Concorde, à Laval. Donc, c'est vraiment bien situé, dans le réel, c'est bien campé. Mais là, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui disparaissent, mais on ne sait pas pourquoi. Alors, Charles est mandaté pour faire une enquête. On sait que c'est un détective qui aime ça, les choses bizarres et étranges. Alors, on va lui donner le mandat de trouver qu'est-ce qui se passe. Et il va le trouver, effectivement, sans rentrer dans les détails de mon histoire, sans tout révéler. En fait, il s'aperçoit que... Et chacune de mes 3 histoires a ce lien-là. On s'aperçoit que chacun des protagonistes, il se passe des choses pour lui ou pour elle par amour de quelqu'un d'autre. Alors, dans le premier cas, c'est un guitariste en fait, c'est un homme qui n'a jamais voulu accepter que sa femme soit décédée. Donc, il va tout faire pour la faire revivre. Dans l'autre cas, c'est un monsieur qui s'appelle James, puis il est avec sa femme qui s'appelle Mary, puis il décide de partir un petit peu à l'aventure là, pour fêter leur 10e anniversaire de mariage. Mais ils se retrouvent, alors ils n'écoutent pas ce que les gens leur disent. Allez pas là, c'est dangereux, il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui disparaissent. Mais ils vont pareil. Comme un ado. Hein? Comme un ado. Comme un ado. Ils disent, non, il faut qu'on aille voir ça. Mais celui-là finit mal, c'est le seul de la gang qui finit mal. Puis mon troisième, le message est un peu différent. C'est un homme qui a toujours dit oui à tout le monde, il dit oui à tout. Et finalement, ça a un impact assez particulier là, sur sa vie, mais heureusement, il peut se rattraper grâce à l'amour de sa fille. Sinon, il est en train de disparaître. Alors, tu vois, c'est toute ta disparition, mais pour des raisons différentes, dans des contextes différents, puis il y a toujours un amour inconditionnel là-dedans. Puis toujours un petit message, en fait, aussi, que je veux livrer. Très intéressant. Donc, il est disponible tant en version numérique qu'en version papier. Oui, absolument. Oui. On avait pensé parler... En fait, c'est toi qui nous avais suggéré parce que tu nous disais qu'une des questions qui était le plus posée par des lecteurs, c'est comment on s'inspire. Oui. J'ai déjà posé la question à Michel, on a abordé un peu le sujet en première partie. Vous avez parlé de vos lectures. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, de donner des exemples de c'était quoi vos lectures les plus inspirantes quand vous étiez jeune? Quand j'étais beaucoup plus jeune, évidemment, vers 4-5 ans, j'ai commencé à regarder des bandes dessinées. Ouais. À cet âge-là, évidemment, je ne lisais pas. Hein. Mais je regardais les bandes dessinées. Je trouvais ça le fun, je trouvais ça intéressant. Puis ensuite, plus tard, là, j'ai commencé avec l'Encyclopédie de la jeunesse. Là. On avait les histoires, contes et récits. Alors j'ai tout lu ça. Ça pouvait parler de Monte Cristo, les Trois Mousquetaires, des choses... comme tantôt on mentionnait le géant avec... le haricot vert. Le haricot vert, oui, c'est ça. Et puis, différentes
différents termes. Alibaba et 40 valeurs. Enfin, tous ces livres-là qu'on lit quand on est jeune, là, j'imagine. Alors, c'est ce qui m'a inspiré un peu. Ce qui m'a donné le goût de la lecture aussi. Ouais. Parce qu'après ça aussi, ben là, j'ai commencé à lire les hommes et femmes célèbres, avec Marie Curie, ainsi de suite. Pas Freud, là, mais quand même, Freud, ça a été plus tard, ça. Beaucoup plus tard. Mais avec Pasteur, exemple, ces personnages-là. Alors, c'est ce qui a motivé un peu ma lecture et aussi mon écriture avec le temps. Je pense que c'est important quand vous parlez de BD, parce que je sais qu'il y a des enseignants ou parfois des bibliothèques scolaires qui vont rationner. Hein? Ils disent, vous avez le droit juste à une bande dessinée, puis il faut une autre lecture, comme s'il y avait une échelle d'importance, une échelle de valeur, alors que ce qui est important, c'est de développer le goût de la lecture. Oui. Donc, peu importe ce que l'enfant va choisir, du moment qu'il lit, encouragez-le. Rendez pas la chose plus difficile. S'il faut qu'il passe à travers toutes les BD qu'il y a dans la bibliothèque, tant mieux. Vous en êtes un bon exemple. Vous avez progressé par la suite pour lire plus de contenu. Ça veut pas dire que c'était mieux. C'était juste que à ce moment-là, vous lisiez de la BD. C'est ça. Puis il y a des adultes qui lisent encore de la BD. Ouais. Hein, Comme dans le temps. Voilà. J'en ai plein. Dans le temps, j'avais lu aussi tous les Tintins, les Spirou, j'en ai lu beaucoup. Lucky Luke, et puis enfin, surtout Astérix, enfin, tous ceux qu'on peut penser, là. Billy Bull, j'aimais beaucoup Billy Bull. Enfin, ce genre de livre-là aussi, ça donne le plaisir. Pardon? Calvin et Hobbes? Oui. 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 Ouais, OK. Alors, on vivait, c'est ça, on lisait ce genre de livre-là. Ça donne, en même temps, tu découvres des choses, tu découvres une façon de voir, une façon de penser. Tu trouves ça différent. C'est quand même bien, là. Donc, c'est la meilleure façon de vivre plus qu'une vie. Hein? La lecture. La lecture, oui, effectivement. Ben, c'est un monde, c'est sûr. Aujourd'hui, je sais bien que les enfants vont jouer avec des jeux Internet et ainsi de suite. Mais par contre, à part de développer les pouces, là, je veux dire, je ne sais pas que ça va donner de plus. Là. Ah, ben c'est un autre débat. Je pense qu'on pourrait faire une émission complète là-dessus. Moi, je pourrais vous donner des exemples positifs ça aussi. prendrait peut-être. Moi, ce que je trouve le fun, c'est que je vois, par exemple, mes garçons qui vont lire des livres électroniques là, sur les sites. Ouais. Donc, la lecture est encore possible. Oui. Puis, tant mieux. Toi, tu t'inspires comment, Madeleine? Où tu vas chercher ton inspiration? Tout. Je fais feu de tout bois, comme on peut dire. Écoute, je voyais à un moment donné un petit chat qui avait un problème avec son œil. Il y avait un œil qui suppurait, puis ça m'a donné l'idée d'écrire une histoire où ce petit chat-là est devenu un héros, puis sauvait les autres chats qui étaient différents. Je vais voir un chien pas de queue, je vais me dire comment il fait pour communiquer sa joie à sa maîtresse. Alors, tu sais, je regarde, j'observe beaucoup, puis je pense que le fait que je sois à la fois, que je dessine, que j'écrive, je pense que ça a vraiment aiguisé mon sens d'observation. J'observe, mais pas pour imiter, mais pour interpréter les choses que je vois. Alors, je vais, c'est sûr que d'avoir lu des histoires à mes enfants pendant des années, toutes les histoires qu'on pouvait imaginer, qu'on pouvait trouver, le fait d'avoir moi-même un esprit, je dirais, assez enfant, je dirais. Je pense que oui. Mais c'est ça, je regarde tout ce qui se passe, je regarde tout ce que je vois, puis ça me donne tout le temps toutes sortes d'idées. Donc, je suis une machine à idées. Je suis toujours en train de penser. Et là, maintenant que je m'en vais un peu plus vers la retraite et que j'ai plus de temps à consacrer justement à l'écriture, puis justement à cette espèce d'ouverture d'esprit sur tout ce qui se passe, bien, c'est sûr que ça se développe encore plus. Là. J'ai tellement d'idées que je me demande comment je vais faire pour en venir à bout. Là. Comment je vais faire pour faire un livre ou des livres avec... j'en ai pour 5-6 ans, certains. 5-6 ans. 5-6 ans d'idées, oui. Parfait. Moi, j'avoue que j'aime bien les concours
Parce oui, que c'est bon ça. souvent, puis ce que j'aime en particulier, c'est quand il n'y a pas juste un thème, mais qu'il y a aussi, par exemple, un genre imposé ou des mots ou des actions imposées. Parce que là, on est forcé de créer des associations qu'il n'y avait pas nécessairement au départ. C'est vrai. Moi, ça m'inspire beaucoup. Puis c'est comme ça que j'ai bâti mon recueil de nouvelles, en ayant des thèmes imposés, ce qui fait que ça donne un recueil qui va dans toutes les directions et dans tous les genres, mais ça va se déguster par petites bouchées. Je vais observer mes enfants. Hein, c'est sûr que les enfants, ils ont toujours un regard différent. De leur point de vue, il y a des drames que j'avais pas prévus. Des découvertes qui les fascinent. C'est le fun de voir leur regard émerveillé. C'est ça, parce que ça motive aussi leur imaginaire. Oui. En lisant nos livres, en lisant les livres, l'enfant lui-même subit l'influence de l'imaginaire. Donc, on peut susciter leur imaginaire, puis en même temps, leur imaginaire peut nous nourrir en tant qu'écrivain. Oui. C'est comme des vases communicants, finalement. Oui, c'est ça. Moi, j'ai aussi écrit un livre d'un personnage historique qui s'appelle Dr. Maud. Et ça, ben, mon inspiration, ça a été tout simplement d'entendre parler de la fondatrice du musée. C'est le musée régional d'Argenteuil. Et puis, de connaître son histoire, ben là, j'ai eu envie d'en découvrir plus. Fait que j'ai fait des recherches historiques. Puis ça a donné Dr. Maud, qui est une des premières femmes médecins au Québec, du côté anglophone. C'est la deuxième à être diplômée et vraiment formée au Québec. Parce qu'avant, elle devait soit aller en Europe ou aux États-Unis. Ça a commencé en Ontario. Donc ça, pour moi, l'histoire, ça peut être une belle source d'inspiration aussi. Oui, bien sûr. Puis tout à l'heure, on parlait aussi des livres qu'il y avait, des bibliothèques. Les parents qui ont encouragé la lecture, qui eux-mêmes aiment la lecture, ça aide finalement à installer le profil d'écrivain en donnant de la matière, en les nourrissant. Je trouve ça le fun qu'on soit dans une bibliothèque. En plus. Oui. Je trouve que c'est la lecture qui encourage les lecteurs à développer leur imaginaire, puis les écrivains qui viennent renouveler les tablettes de la bibliothèque. Est-ce que... Tu parlais... je peux parler? Vas-y. Oui. Tu parlais d'histoire. En fait, tu vois, là, quand j'ai plein d'idées. Bon, OK. Je parlais d'histoire, puis je voulais mentionner que mon prochain livre, c'est un roman historique, justement. Oui. Puis, ça vient de ma formation en histoire de l'art, parce que je vais parler d'un peintre, Jérôme Bosch, qui est un peintre du 15e siècle. Alors, encore là, ce que je voulais dire, c'est que on écrit avec ce qu'on est. C'est ça qui fait c'est ça qui rend l'écriture et la lecture aussi merveilleuse, parce que chaque écrivain va mettre dans son livre ce qu'il est comme personne, ce qu'il a comme background, ce qu'il a comme expérience, l'influence de ses parents, etc. Ça fait des choses, ça fait des œuvres uniques et extraordinaire quand tu y penses. C'est comme, toi, t'as vu l'histoire de cette femme-là, mais parce que l'histoire t'intéresse, j'imagine. Puis aussi, on peut pas se détacher de ce qu'on est. C'est ça qui est bon aussi. T'sais, on peut pas dire, moi, je suis un écrivain, puis dans la vie, je fais telle chose, puis le dimanche matin, entre 9h et midi, je suis un écrivain. Ça marche pas. On est écrivain. En étant écrivain, on est la personne qu'on est aussi. Là. Autant le dimanche matin que le lundi après-midi, là, on est toujours la même personne. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a des gens qui disaient à un moment donné, le livre papier, le livre est mort. C'est quelle catastrophe. Mais non, le livre papier n'est pas mort. Non. Il est toujours vivant. Toujours encore plus vivant. Je dirais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui écrivent. Oui. Et que c'est pas tous des livres électroniques, là. Il y a plein de livres papier. Ben moi, personnellement, j'ai une tablette électronique et j'ai des livres. Oui, tu as les deux. Je varie les deux. J'aime ça avoir les deux. Oui. Puis, je trouve ça intéressant que tu aies parlé de ton livre historique. Je pense que ça vaut la peine de dire, quand tu dis qu'on apporte qui on est dans le livre, tu as une formation... En histoire de l'art.
Donc, c'est ça qui a expliqué ton intérêt pour le roman historique parce que tu t'es intéressée à Jérôme Bosch. Bien, en fait, en plus de ça, c'est que j'ai suivi une formation au niveau maîtrise en histoire médiévale. Et Jérôme Bosch, c'est 15e siècle, donc ça l'a vraiment permis pour moi là, de mélanger mes passions, là, parce que, bon, j'ai l'air d'en avoir plusieurs. Faut pas s'en excuser. Donc, oui, c'est ça qui a inspiré, parce que ce peintre-là, c'est un peintre qui est mystérieux. Puis on sait très peu de choses sur lui, alors évidemment, on peut inventer toutes sortes de choses. Mais par contre, quand on parle de roman historique, c'est quand même basé sur des choses réelles. Donc, ça veut dire s'informer sur comment ça se passait au Moyen-Âge dans les ateliers, s'informer sur la signification des peintures, s'informer sur la religion à l'époque. C'est vraiment un travail de titan, mais tellement valorisant, tellement enrichissant. Ouais, ça, j'ai très hâte de lire ça. 28 mai. 28 mai, Oui. Donc quand l'émission va être diffusée, ça va être tout proche, là. Oui. Ça va être tout proche de sortir. Oui. Il y a une autre question aussi qui est souvent posée par les lecteurs, c'est quoi votre routine d'écriture? En avez-vous une? Une routine d'écriture? Quand est-ce que vous écrivez? Moi, quand l'inspiration est là, oui. Par contre, aussi, il faut avoir une certaine discipline. C'est ça qui est important, là. Parce que des fois, on écrit dans une journée, et puis là, on dit, ouais, c'est pas tout à fait ce que je voulais écrire. Donc, on recommence, puis on recommence. C'est comme ça qu'on réussit à écrire un livre, en le lisant, le relisant, le corrigeant, le refaire, et ainsi de suite. Donc, ça y va selon l'inspiration qui vient. Pour toi, Madeleine? Moi, actuellement, ça va selon mon temps. Alors, je vais écrire le matin avant de commencer ma journée de travail, parce que je travaille encore jusqu'à l'automne et peut-être au-delà. Et je vais écrire la fin de semaine. Donc, le matin, très tôt. Et la correction, je vais la faire quand j'ai moins d'inspiration, dans le fond, mais ça prend de la tête pour corriger, recorriger, réécrire et relire. Donc, c'est ma routine, si je peux dire, c'est vraiment là que ça se situe. Puis, éventuellement, quand je travaillerai moins, j'en ferai probablement plus. Et c'est pas les idées qui manquent, là, comme je le disais. C'est ce qu'on a constaté. Alors, il y a beaucoup de livres publiés, il y a beaucoup de livres qui s'en viennent. Surveillez-nous. Achetez des livres québécois, achetez des livres des Laurentides. Suivez la page Facebook de l'Association des auteurs des Laurentides. Revenez-nous à la prochaine émission. Merci beaucoup à la TVCL qui nous accueille. Et au revoir. Merci à vous deux. Merci, Cynthia. Un plaisir. Merci beaucoup.